RFM Soir, 18h à Fao, c'est dans le département de Mbour, c'est l'heure du journal. Plus de 800 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par la Société internationale islamique de financement du commerce. Elle veut faire développer l'agriculture, les énergies et les industries. Un accord cadre a été paraphé. Grand rassemblement à Dakar en plus d'une pétition. Le collectif Sunu 94 milliards Naïler ne lâche pas du lest. Ses initiateurs exigent la tenue d'un procès équitable. Le Sénégal célèbre ses forces armées en ce jour. La lutte contre les pandémies et les catastrophes est le thème de cette célébration. La cérémonie a été marquée par une prise d'armes en présence du chef de l'État. La page d'espoir Abdou Diouf Junior, quartier vert Youssouf Bodian. Nous retrouverons en fin d'édition nos équipes à Tivaouane pour le journal du Gamou. Bonsoir à toutes et à tous. L'État du Sénégal et la Société internationale islamique de financement du commerce ont signé ce matin un accord cadre. L'institution financière membre de la BID, la Banque islamique de développement, a débloqué 1,5 milliard de dollars américains, soit plus de 800 milliards de francs CFA pour développer 3 secteurs clés que sont l'agriculture, les énergies et les industries. Le projet va durer 5 ans. Compte rendu Mamoudou Amarnion. La Société internationale islamique de financement du commerce et le gouvernement du Sénégal ont déjà identifié les domaines qui doivent être soutenus dans les 5 ans à venir. Amadou Hott, ministre de l'économie et de la coopération internationale. L'accord cadre que nous venons de signer, c'est un accord de 1,5 milliard de dollars sur 5 années. C'est essentiellement focalisé sur les énergies, sur les industries, mais également sur l'agriculture. Ce que nous souhaitons faire, c'est que ITFC puisse, par exemple, travailler avec des institutions publiques qui financent la PME, avec la DRIR par exemple, le Fonds 6, le Fonds GIP, la BNDE. L'objectif, c'est également de donner de l'emploi aux Sénégalais, surtout les populations rurales, une manière de les fixer dans leur terroir. Tout ça, c'est créer des emplois, produire localement, transformer localement, créer des emplois localement, créer la richesse localement, pour permettre aux populations donc d'être sédentarisées. Pour le directeur général de l'ITFC, la Société internationale islamique de financement du commerce, l'essentiel est que le financement ait un impact positif sur la vie des populations ciblées. Anis Salem Sombol. The most important is not the number. The most important is the impact that you have on member countries. Maybe a $1 million can have a very high impact on people. Avant le face-à-face avec la presse, le ministre Amadou Hott et le directeur général de l'ITFC ont visité une salle B2B au King Fahd Palace. Des échanges ont eu lieu avec des producteurs et exportateurs internationaux qui étaient présents. La police livre ses premières statistiques. Nous parlons du Gamou. 75 personnes interpellées, 32 d'entre elles ont été déférées. 6 accidents de la circulation, dont 1 mort enregistré. Pour cette édition, 2086 agents sont mobilisés pour une bonne couverture sécuritaire de l'événement. Le contrôleur général de la police, directeur de la sécurité publique, a rencontré la presse à Tivaouane, Date Diop. Tout acte de nature à remettre en cause la quiétude des Sénégalais qui vont venir à Tivaouane sera sévèrement réprimé. Le message est clair et le contrôleur général de la police, directeur de la sécurité publique, le commissaire Abdoulaye Diop, se veut ferme. Les chiffres déjà annoncés confirment cette détermination. Il y a eu 75 personnes interpellées pour le moment, pour diverses infractions, pour vol, pour ivresse publique, pour détention de chanvre indien, faux billets de banque, escroquerie, vérification d'identité. Durant la période du 2 au 7-11, 32 personnes ont été déférées au parquet. Pour les effectifs, nous avons mobilisé pour Tivaouane 2086 éléments. Sur un autre registre relatif à la sécurité routière, une perte en vie humaine est déjà enregistrée, regrette le contrôleur général de la police. Pour les infractions routières, ce n'est pas encore tellement grave, mais la vie étant ce qu'elle est, nous présentons nos condoléances à la famille de la victime du dégât mortel. Il y a eu donc 3 dégâts matériels, 2 corporels et 1 mortel, ce qui fait pour le moment un total de 6 accidents de la circulation.
À compter de ce jour, toute circulation de motos Jakarta exerçant le transport à Tivaouane est interdite. Les charrettes aussi ne sont pas autorisées à circuler sur les grands axes de la ville et autour de l'esplanade des mosquées. Ndate Diop, Tivaouane, Radio Futur Média. Ndate Diop, un de nos envoyés spéciaux, 660 kg de chanvre indien saisis par l'OCRTIS hier nuit à Nianing. 3 charretiers ont été interpellés. L'enquête se poursuit, nous dit Abdourahmane Diallo. L'opération a eu lieu dans la soirée du mercredi au jeudi, après avoir été signalé de mouvements dans la forêt de Nianing, plus précisément dans le village de Gourel. Les éléments de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont fait une descente. Sur place, ils ont trouvé 3 charrettes avec à bord plus de 8 sacs de riz de 50 kg. Ces sacs contenaient du chanvre indien d'une quantité de 660 kg. Les 3 individus qui convoyaient la drogue ont essayé de fuir, mais ils ont été arrêtés par les éléments de l'OCRTIS. D'ailleurs, actuellement, ils sont en garde à vue en attendant leur éventuel déferment. N'empêche, la police a ouvert une enquête pour mettre la main sur le reste du réseau. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, le collectif citoyen Sunu 94 milliards Nailer veut que la lumière soit faite sur l'affaire dite des 94 milliards. Cette organisation exige la tenue d'un procès équitable dans les plus brefs délais pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Ces derniers ont lancé une pétition de plusieurs et comptent faire un grand rassemblement avec les membres le 16 novembre prochain à la place de la Nation, Kalsoumli. Le collectif citoyen Sunu 94 milliards Nailer compte marcher le 16 novembre à la place de la Nation, ex-obélisque. Il veut une ouverture d'un procès rapide et équitable du dossier du titre foncier 1451R. Aline Badaramboub est membre du collectif. La justice est toujours attentiste. Peut-être nous saluons que le doyen des juges a auditionné Ousmane Sonko, mais nous appelons aussi à cette justice, peut-être que beaucoup de Sénégalais actuellement peinent à croire, de faire son travail, mais aussi de rendre une justice équitable. Nous n'accepterons pas aucune façon que cette soit instrumentalisée ou on nous donne une décision de parodie de justice. Les membres du collectif regroupant des acteurs de la société civile disent défendre les intérêts des populations. Ils font savoir que les 94 milliards de francs CFA peuvent servir à financer d'autres urgences. 2,8 milliards en faveur de Tahirou Sarr. Nous ne sommes pas là pour Ousmane Sonko ou pour un autre, mais nous nous basons sur des faits. Si on nous avait dit que dans ce scandale-là, Ousmane Sonko a touché 1 centime, mais il serait mis en cause. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ousmane Sonko, on parle de diffamation, pas d'un aspect pécunier. Alors que nous, ce qui nous incombe actuellement, ce sont nos deniers. C'est cet argent-là qui peut servir à nos hôpitaux, qui peut servir à l'éducation, qui peut servir aux 300 000 jeunes qui demandent de l'emploi. Le collectif est plus que déterminé à mobiliser et à sensibiliser la population sur cette affaire. D'ailleurs, une pétition a été lancée autour de cette revendication. RFM, la radio de toute l'actualité. L'acte 5 de la révolution numérique au Sénégal, un engagement social qui soutient l'émergence d'un écosystème créatif et prospère. Cet acte va permettre aux acteurs du numérique de promouvoir une économie numérique forte et innovante pour le développement socio-économique du pays. Un programme lancé ce matin. Écoutons le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, au micro de Virginie Léontine Sagna. Cela nous a permis de délivrer une ambition que nous avons toujours eue, qui était de rendre les services de télécommunication accessibles pour tous, à tous, et en particulier les services Internet. Aujourd'hui, nous posons un nouvel acte qui touche le réseau mobile, parce que c'est aujourd'hui quand même le réseau qui concentre tous les usages. 8 internautes sur 10 se connectent au Sénégal en utilisant ce réseau mobile, et en faisant bénéficier à nos clients tous les gains de productivité que nous avons eus grâce à ces investissements. Il y a quelques mois, nous avions donné rendez-vous en fin d'année, mais grâce à la mobilisation des équipes, nous sommes en mesure dès aujourd'hui de poser cet axe 5, puisque nous couvrons à date. Et nous avons eu le plaisir aujourd'hui de lancer de nouvelles offres et d'introduire un concept qui a toujours été présent dans notre ambition, mais il fallait nous assurer que nous avions mis en place les capacités pour assurer la bonne qualité. Pour la première fois, nous introduisons l'illimité au Sénégal, et l'illimité pour toutes les bourses.
À l'instant, Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel. Le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes Abdouli était à Tivaouane. Il a été reçu par le Khalif des Tidianes. À sa sortie, il a déploré la mauvaise qualité des réseaux téléphoniques. Il a lancé un cri du cœur à l'endroit des opérateurs. Il est avec Cheikh Anta Diop. De recueillir des prières à notre endroit personnel, à l'endroit de la société ARTP que nous dirigeons, et également pour notre cher pays, le Sénégal, et à la tête duquel le Seigneur a mis le président Macky Sall pour que Dieu puisse lui donner la santé et les moyens pour conduire ce pays là où il veut le conduire, c'est-à-dire à l'émergence. C'est essentiellement ça, les objectifs religieux privés de notre visite. Sur un autre plan, comme à l'accoutumée, quand de pareilles fêtes religieuses se font avec l'équipe de la RTP, nous venons d'abord en amont voir si l'ensemble des opérateurs mettent en place les outils et la logistique nécessaires pour couvrir les événements. Ensuite, au moment des événements également, nos équipes viennent sillonner la région pour voir si le réseau était de qualité. Et après les fêtes religieuses, nous en tirons les conclusions. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui ici de dire que nous ne sommes pas du tout satisfaits de la qualité du réseau. Aujourd'hui, je pense que le secteur est assez animé, mais je pense que le débat, il doit être là, la qualité du réseau. Nous sortons du Magal de Touba, pendant lequel, malgré les moyens mis en œuvre par les opérateurs, pendant lequel la qualité a été médiocre, je dirais même exécrable. Nous espérons en tout cas qu'à l'occasion de ce Gamou de Tivaouane, que les efforts seront redoublés pour que la qualité soit au rendez-vous. Le président de la République a magnifié le génie militaire dans sa lutte contre l'érosion côtière. Macky Sall parle également d'une approche multidimensionnelle dans la croisade contre les pandémies et les catastrophes. C'était à l'occasion de la journée des forces armées célébrée aujourd'hui. Nafissatou Silla. Les forces armées au service des populations dans la gestion des pandémies et autres catastrophes, en plus de leur rôle d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. C'est bien une réalité. Le chef suprême des armées en félicite tous les corps de l'armée, le président Macky Sall. Les armées se sont illustrées dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment celles liées à l'érosion côtière. Et c'est dans ce cadre que le génie militaire a déjà été sollicité à Tiaoulen, Rufisque, à Saly et plus récemment à Saint-Louis en 2018 pour des travaux d'enrochement dans le but de protéger la côte et ses habitants. Il s'agit ainsi d'une approche encore plus humaniste. Ce nouveau concept englobe 7 dimensions qui touchent aux besoins primaires de chaque individu. La sécurité économique, alimentaire, sanitaire, la sécurité de la communauté et enfin la sécurité politique. Dans cette perspective, le président de la République revient sur la nécessité d'augmenter les moyens. En mesure de participer à des opérations d'assistance et de secours à des populations en détresse ou à la lutte contre la pollution maritime. Aussi, la Marine nationale et l'armée de l'air devront-elles élargir leurs compétences stratégiques et opérationnelles dans la perspective de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz offshore. Cette journée des forces armées était aussi l'occasion de célébrer les sorties de promotion de l'École nationale des officiers de l'armée, de l'École militaire de santé et de l'École des officiers de la gendarmerie nationale. Merci Nafissatou Silla. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama Dione. RFI Sport. Football Europa League, Mbaye Niang et Rennes à Cluj, Edouard Mendy absent. Le gardien sénégalais n'a pas fait le voyage en Roumanie. Son compatriote Mbaye Niang tient sa place à la pointe de l'attaque rennaise. Pour l'instant, les deux équipes se neutralisent, 0 but partout. Nous en sommes actuellement, nous en sommes à la 19e minute. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez quand même que la Rome est en train de mener contre Celtic Glasgow 1-0. FC Bâle 1, Getafe 0, Apel Nicosie 0 à domicile contre Karabag qui mène donc à l'extérieur.
Copenhague reçoit et pour l'instant prend l'avantage devant Dynamo Kiev, 1-0. Le Standard, Liège et Francfort en sont à 0 but partout, entre autres rencontres qui se jouent à l'instant. La suite de cette 4e journée de la Ligue Europa à 20h avec quelques rencontres intéressantes dont le choc Glasgow Rangers Espagnol Barcelone, Glasgow Rangers FC Porto plutôt, Espagnol Barcelone Ludogorets, Alexandria contre le club français de Saint-Etienne et Manchester United qui va recevoir à 20h les Partisans à Belgrade. On poursuit, Abdou. Oui. Après, avec le football toujours. Mondial des moins de 17 ans, après l'élimination du Sénégal, un technicien tire les enseignements. Il s'agit de l'un de nos techniciens, nos consultants. Il dit qu'il faut trouver les moyens de rendre plus performant le football chez les petites catégories. Il s'agit de Cheikh Gueye, qui est entraîneur au Stade de Mbour, qui connaît très bien le championnat espagnol pour y avoir entraîné une académie. C'est là-bas d'ailleurs qu'il a obtenu son diplôme de 3e degré. Il s'entretient avec Cheikh Tidiane Diagne après la défaite des U17 sénégalais hier au mondial contre le Brésil. C'était en 8e de finale. Nous écoutons Cheikh Gueye avec Cheikh Diagne. Force est de reconnaître que cette défaite ne surprend pas. Comme je l'ai dit précédemment, non en termes de qualité de nos joueurs, ni de travail de son staff, mais en comparaison de ce qui se fait dans ces pays par rapport à nous dans le football des jeunes. Pour le développement du football des jeunes, il faut mettre en place une politique très sérieuse du football des jeunes. Une politique très sérieuse passe nécessairement par la mise en place d'un championnat des jeunes pour les permettre de compétir. C'est seulement par la compétition qu'on pourrait permettre à ces jeunes de rivaliser avec les autres nations. Si on prend l'exemple peut-être du pays qui nous a éliminés hier, certes comparaison n'est pas raison, mais ces jeunes ont au moins 30 matchs officiels dans leurs jambes. Et nous par exemple, on a combien de matchs? Ce qui veut dire que ce championnat des jeunes inexistant dans ce pays fait aujourd'hui que nos talents ne peuvent pas s'exprimer comme il se doit sur le plan international. Comme je l'ai dit tantôt, certes, il faut très bien apprécier le travail colossal de ces jeunes et de leur staff, mais force est de reconnaître qu'il faut remettre en cause notre système pour pouvoir compétir comme il se doit demain. Nous changeons de discipline pour parler de rugby. Rugby masculin, le Sénégal prend part à l'Africa Men's 7. Il s'agit d'un tournoi pré-olympique mettant aux prises 14 nations. Le Sénégal partage son groupe avec le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda, Madagascar, la Zambie et la Tunisie. L'Afrique du Sud abrite ce tournoi. Les ambitions du Sénégal racontées par Sodetiam. L'équipe nationale du Sénégal de rugby à 7 participe pour la 2e fois au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Un tournoi très relevé selon le directeur technique national, Jacques Bassène. Il faut savoir qu'à ce tournoi vont participer les grands noms du rugby africain, notamment entre autres le Kenya ou l'Ouganda ou encore la Tunisie. Donc ça va être un tournoi assez relevé. On ne fait pas partie des favoris, mais nous allons défendre crânement nos chances lors de ce tournoi-là. Nous avons des adversaires qui parfois sont au même niveau que nous. Par contre, il y a d'autres équipes qui sont un cran au-dessus de nous. Je citais tout à l'heure le Kenya, l'Ouganda ou même dans une certaine mesure la Tunisie et Madagascar, qui sont, faut le dire, des favoris de ce jeu parce qu'ils participent non seulement à des compétitions africaines, mais aussi participent à ce qu'on appelle des séries. Des séries, c'est des tournois de rugby à 7 qui sont organisés un peu partout dans le monde. Mais cela dit, on va aussi se battre pour essayer d'inverser la tendance. Pour ce tournoi, les 12 lions retenus sont tous des joueurs locaux. Une manière de valoriser la formation locale, nous dit le directeur technique national. Et de mettre en valeur tous les entraîneurs et volontaires qui se donnent tous les jours sur le terrain pour encadrer ces enfants. Ils le font parce qu'ils aiment ce sport. Et c'est aussi pour nous, en fait, on ne le fait pas juste parce qu'ils viennent d'ici, mais parce qu'ils ont les capacités de représenter le pays dignement. L'équipe nationale a rallié l'Afrique du Sud depuis hier soir. Pour cette compétition, le Sénégal joue contre le Maroc pour espérer faire partie des équipes qualifiées pour le championship, d'où le vainqueur sera directement qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Sodetiam qui marque le dernier essai de ce journal. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. RFM, partout, tout le temps. Le quartier vert, Youssouf Bodjan. Bonsoir et bienvenue.
les changements climatiques et leurs impacts sur notre développement économique. Pour y faire face, nos pays doivent travailler à la résilience des infrastructures agricoles et côtières. Une formation a été organisée dans ce sens par Enda Energy. Je m'appelle Moussana Abou Mamouda. Je suis le coordonnateur de Enda Energy, basé au Niger à Niamey. On a mis en œuvre des technologies pour faire face à la menace climatique, que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou bien dans le secteur des zones côtières. Mais ces technologies-là, on oublie qu'elles-mêmes, elles sont vulnérables face aux extrêmes climatiques. Quand on les met en œuvre, on pense qu'elles sont là pour régler les problèmes, mais en réalité, elles-mêmes, elles sont concernées par le problème. Donc, il va falloir que ces technologies soient elles-mêmes adaptées, identifier quels sont les facteurs qui font la vulnérabilité de ces technologies-là. Et une fois qu'on a identifié les facteurs de vulnérabilité de ces technologies-là, il va falloir trouver des options pour adapter et rendre résilientes ces technologies-là, pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle. Quand on prend l'exemple du Sénégal, beaucoup d'infrastructures hôtelières, routières, administratives, économiques, socio-culturelles sont au niveau de ces zones côtières. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres pays qui sont représentés ici, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, la Guinée-Bissau. Les changements climatiques donc, une réelle menace pour notre survie. Malgré tout, les États-Unis ont choisi de quitter officiellement l'accord de Paris. Les détails avec Nafissatou Silla. C'est ce 4 novembre que les États-Unis ont signifié leur retrait à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il devrait intervenir un an plus tard, très précisément le lendemain du jour de vote de l'élection présidentielle américaine de 2020. L'accord de Paris était entré en vigueur le 4 novembre 2016 après que 55 pays l'ont ratifié. Ces pays représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La ratification des États-Unis et de la Chine le 3 septembre 2016 avait marqué un avancement majeur. Les deux puissances représentent à elles seules 38% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La France et la Chine ont réagi dans un communiqué dénommé l'appel de Pékin. En visite en Chine, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont qualifié les engagements pris à l'issue de la COP21 de processus irréversible et de boussole. Nafissatou Silla, le départ des États-Unis, quel impact sur la survie de l'accord de Paris? La réponse de l'enseignant-chercheur au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Babacar Fall, par ailleurs membre du bureau exécutif du Comité national changement climatique du Sénégal. Je pense que les pays avaient déjà en tête cette sortie des États-Unis. Ils ont pris les devants. Si vous faites attention, il y a 1 à 2 semaines, le fonds d'adaptation était à 5-6 milliards. Aujourd'hui, il est à 9 milliards 8. Et donc, les pays ont fait des efforts supplémentaires pour pouvoir compenser cette sortie des États-Unis, pour pouvoir respecter aussi les engagements qu'ils avaient pris d'abonder le fonds vert à 100 milliards, même s'il reste du chemin à faire. Mais du point de vue de l'accord de Paris, forcément, il va y avoir une répercussion parce que l'accord de Paris dit qu'il faut que 55% des parties signataires qui représentent 55% des émissions, donc ratifient l'accord pour que l'accord rentre en vigueur. Maintenant, juridiquement, je ne suis pas juriste. Si les États-Unis se retirent, c'est environ moins de 48%, 49% des émissions. Est-ce qu'on sera dans les termes de l'accord de Paris? Et sinon, quelles dispositions faudrait-il prendre pour qu'en fait ces dispositifs soient remplis? Par rapport au financement de l'adaptation qui intéresse particulièrement l'Afrique, ça peut aussi avoir un impact. Les États-Unis qui peut être gros bailleur. Oui, ils sont un gros bailleur, certes, mais vous savez, la contribution dans le cadre du processus climat, c'est une contribution volontaire. Et donc, souvent, il y a beaucoup de promesses, mais peu d'actions. On connaît les bailleurs traditionnels de la Convention. C'est vrai que les États-Unis, c'est une grosse pointure. S'ils se retirent, forcément, ça va se sentir. Personne ne pourrait dire que non, c'est rien, si c'est quelque chose. Mais je pense que les autres pays vont, à mon sens, en tirer des leçons et puis se serrer davantage les coudes pour pouvoir surmonter un peu ces difficultés ou ce vide qui va être laissé par les États-Unis. Babacar Fall, enseignant-chercheur au département géologie de l'UCAD, qui referme les portes de Quartier Vert à la semaine prochaine.